de l'entre-deux-guerres. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Ils créent donc l'Office national de l'immigration. Initiative prématurée, en fait, le baby-boom assurera le rajeunissement de la population. De plus, les besoins en main-d'œuvre n'apparaîtront qu'au milieu des années 50. Mais à cette époque, la guerre d'Algérie va retenir de nombreux jeunes sous les drapeaux. La troisième grande vague d'immigration n'en aura que plus d'ampleur. Les Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décident alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux. L'immigration espagnole se fait au même moment. Les femmes viennent avant les hommes. Elles sont recrutées pendant les vacances des Français pour remplacer les bonnes à tout faire devenues introuvables en province. Puis viennent les hommes, paysans pour la plupart. Ils rejoignent un cousin ou un ami qui les aide à trouver un emploi. En 1975, Espagnols et Algériens sont les communautés les plus fortement implantées en région parisienne. L'apparition de la communauté espagnole dans les beaux quartiers s'explique par la présence des concierges et des femmes de ménage. Les Algériens sont dans les quartiers ouvriers du quart nord-est de la capitale. Contrairement aux Espagnols, ils modifient le paysage de leur quartier en créant des restaurants et des commerces. L'immigration a permis aux ouvriers français de se hisser dans l'échelle sociale en abandonnant peu à peu les travaux pénibles et mal payés. L'immigration portugaise a aussi démarré pendant les années 60. La région parisienne en accueille près de la moitié. Comme le gouvernement de Salazar refuse de délivrer des passeports, l'Office national d'immigration régularise leur situation dès qu'ils ont un contrat de travail. Les femmes et les enfants suivent très rapidement les hommes. Cette immigration ressemble à un véritable exode. Les Portugais rejoignent les Algériens et les Espagnols dans les bidonvilles de la région parisienne. Tous s'entassent dans ces grandes zones insalubres. À Nanterre, par exemple, 10 000 personnes vivent sous des baraquements. À la fin des années 60, les bidonvilles s'étendent autour de Paris. Leur implantation suit la localisation des usines et des chantiers. L'État tente alors de les résorber. Ils sont détruits et des HLM les remplacent peu à peu. À cette même époque arrivent les Africains. Ils arrivent seuls. Ils rentrent chez eux dès qu'une autre personne de leur village les remplace. Logés dans des foyers insalubres, ils se présentent chaque matin aux portes des usines. Exemple d'un entretien d'embauche de l'époque. Tu n'as jamais travaillé en usine? Jamais de l'usine. Jamais? Oui, l'usine n'est pas Afrique. Il n'y a pas d'usine en Afrique? Il n'y a pas d'usine en Afrique. Tu es cultivateur là-bas? Oui. Tu es cultivateur aussi? Cultivateur d'Afrique. Bien. Oui. Tu auras le numéro 487. 487. 487. Dis-le. 487. 487. T'as compris? Oui. Alors, moi, demander à toi en taureau, toi tu dis boulot Bocard, Oui. numéro 487. Oui. Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 Glorieuses. Juillet 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing ferme les frontières. Cette mesure est exceptionnelle dans l'histoire de l'immigration. Il y a alors 12% d'étrangers dans la région parisienne, soit 1 million. Les fortes concentrations des quartiers nord débordent sur la banlieue. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre... 1977, Lionel Stoléru, membre du gouvernement Barre, propose une aide au retour de 10 000 francs. Les Espagnols, les Portugais, les Algériens seront peu concernés par ces mesures. Ils sont déjà là depuis longtemps. Presque tous ont pu faire venir leur famille. Disons que l'immigration algérienne et de manière générale l'immigration maghrébine se trouve confrontée à deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est celui qu'on a souligné tout à l'heure, qui est celui de l'indépendance censée mettre fin à l'immigration et qui ne met pas fin à ce cycle migratoire. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'au moment
où les autorités françaises décident d'arrêter les flux et commencent même à penser qu'on peut faire repartir des centaines de milliers d'Algériens, en fait, on s'aperçoit que les familles sont déjà là, que les enfants qui naissent sur le territoire français sont déjà là. Et finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils sont de plus en plus intégrés, installés, et que toute perspective de retour est impossible, non seulement parce que le pays ne peut pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont changé. Parce qu'il y a un sociologue algérien, Abdelmalek Saed, qui dit « on n'immigre pas impunément ». C'est-à-dire que les années que vous passez à l'étranger vous changent profondément. Vous changent les rapports entre le père et la mère, entre les parents et les enfants, changent vos habitudes de consommation, vos habitudes de loisirs. Et en même temps, il me semble qu'il y a une raison aussi très très profonde, qui est celle que pendant votre absence, le pays change lui aussi. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces vacances que vous passez au pays, vous vous rendez compte de plus en plus que le pays ne vous a pas attendu, qu'il a lui-même changé, et que vous êtes de plus en plus, en quelque sorte, étranger à ce pays que vous avez laissé. La fermeture des frontières inverse les tendances. Avant 1975, les travailleurs venaient le plus souvent seuls. Après 1975, ce sont surtout les épouses et les enfants qui arrivent. En même temps, une pointe dans le nombre des travailleurs est observée. 1982, on régularise les clandestins. Les Africains ne pouvant plus entrer en France, ceux qui y sont déjà y restent et font venir leurs familles. 5 ans après la fermeture des frontières, la population africaine a doublé. À partir de 1975, les Boat People entraînent une nouvelle sorte d'immigration, celle des réfugiés politiques. L'Île-de-France reçoit plus de la moitié des demandes d'asile déposées pour l'ensemble du pays. En 1982, 50 000 nationaux du sud-est asiatique y sont recensés. La moitié s'installe dans les quartiers rénovés du 13e et du 19e arrondissement. La troisième grande vague d'immigration est aujourd'hui terminée. Alors que l'ensemble du pays ne compte que 6% d'étrangers, la région Île-de-France en compte 13%, c'est-à-dire 1 400 000. Il ne se créera pas de véritable ghetto, il est cependant possible de localiser les principales communautés d'après quelques tendances qui apparaissent sur cette carte de la région Île-de-France. Les Maghrébins, Algériens, Marocains et Tunisiens restent dans les banlieues du nord de Paris. Une partie de la communauté espagnole est toujours présente dans les quartiers chics de la capitale où il reste beaucoup de femmes seules. Les Portugais, principale communauté immigrée, sont nombreux dans la grande banlieue. Ils cohabitent avec les Français issus des classes moyennes. Les Asiatiques s'implantent à leur tour en banlieue où ils connaissent des conditions de logement plus favorables que dans les 13e et 19e arrondissements. Les Africains vivent dans des zones de forte présence étrangère. Leur localisation suit celle des foyers de travailleurs dans le genre Sonacotra, où vivent parfois des familles entières. Il y a encore, pendant un certain nombre d'années,